La voix de l'oncologue était calme et posée, de cette façon dont les médecins apprennent à parler lorsqu'ils s'apprêtent à vous annoncer quelque chose qui va tout changer. Stade 2, dit-il, c'est traitable, mais nous devons agir vite, d'abord la chirurgie, puis la chimiothérapie. Le dépassement d'honoraires et les frais de la clinique privée s'élevaient à eux seuls à 3 200 €, payables avant même que l'on puisse réserver le bloc opératoire. Il fit glisser un dossier sur le bureau et attendit que je lise les chiffres. J'avais 67 ans et j'avais passé 31 ans à enseigner l'histoire-géographie dans un lycée de Dijon. J'étais à la retraite avec une pension de l'Éducation nationale qui couvrait le crédit de ma petite maison, mes factures, mes courses, et pas grand-chose d'autre. J'avais élevé 2 enfants seuls après le décès de ma femme, travaillant l'été, entraînant l'équipe de football des Benjamins pendant 12 ans et donnant des cours particuliers le week-end. Je savais ce que 3 200 € représentaient pour un homme vivant avec un revenu fixe, cela signifiait l'impossible. J'ai appelé mon fils depuis le parking de l'hôpital. Il a décroché à la 2e sonnerie, la voix enjouée et distraite comme il l'était toujours lorsqu'il était au milieu de quelque chose d'important, ce qui était tout le temps. Il avait fondé une start-up de logiciels à Paris, dans le quartier de la Défense, avec 50 employés, le soutien de fonds de capital risque et son visage en couverture d'un magazine économique régional le printemps dernier. J'avais encadré cette couverture et l'avais accrochée dans mon bureau car j'étais fière de lui et je le lui disais chaque fois que j'en avais l'occasion. « Papa, dit-il, écoute, c'est un mauvais moment. » Je lui ai parlé du diagnostic, de l'opération, du calendrier et des 3 200 € à avancer. Ma voix restait stable car 31 ans dans une salle de classe vous apprennent à rester calme quand vous avez besoin d'être entendu. Il resta silencieux un instant, puis j'entendis des voix à l'arrière-plan, une femme qui riait, le tintement des verres. « Le truc, papa, dit-il, c'est que nous venons de boucler notre levée de fonds en série B, 12 millions d'euros, mais chaque euro est déjà engagé, la masse salariale, le développement de produits, les nouvelles embauches. Nous intégrons de nouveaux collaborateurs le mois prochain et mes investisseurs ont des exigences précises sur la manière dont le capital est déployé, je ne peux pas simplement retirer de l'argent pour des dépenses personnelles en ce moment. » Des dépenses personnelles, j'ai laissé ces mots résonner. « Écoute, dit-il, je verrai ce que je peux faire après la clôture du trimestre, peut-être qu'on peut mettre en place un plan de paiement avec la clinique, ils font ça, non ? J'ai besoin de cette opération avant la fin du mois, ai-je dit doucement, mon oncologue a dit que chaque semaine compte à ce stade. Une pause, quelqu'un l'appela par son prénom en arrière-plan, il couvrit le téléphone et dit quelque chose que je n'ai pas pu distinguer, puis il revint. « Papa, je dois vraiment y aller, nous fêtons la levée de fonds ce soir, je t'appelle demain, d'accord, on va trouver une solution. » La ligne s'est coupée. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking de l'hôpital pendant un long moment. Un ciel d'octobre gris et froid pesait sur la ville. Je regardais les gens aller et venir à travers les portes vitrées coulissantes, un homme poussant une femme en fauteuil roulant, un jeune couple se tenant la main, un brancardier faisant une pause cigarette en fixant son téléphone. 12 millions d'euros, mon fils venait de fêter une levée de fonds de 12 millions d'euros et il avait utilisé l'expression dépenses personnelles pour décrire le fait de garder son père en vie. Mon téléphone a sonné, c'était ma fille, elle travaillait de matin dans un EHPAD près d'Orléans. 35 ans, divorcée, élevant 2 enfants avec un salaire d'aide-soignante. Je savais ce qu'elle gagnait, elle ne me l'avait jamais caché et elle n'en avait jamais eu honte non plus car elle était le genre de personne qui n'a pas honte d'un travail honnête. « Papa, Guillaume m'a appelé, il a dit que tu étais au centre d'oncologie aujourd'hui, c'est grave ?» Guillaume était l'un de mes anciens élèves, il travaillait maintenant en radiologie à l'hôpital et il avait toujours gardé un œil sur moi. J'ai dit à ma fille ce que j'avais dit à mon fils, les mêmes informations, la même voix calme. Elle n'a rien dit pendant un moment, j'entendais sa respiration et le son d'une télévision en arrière-plan, probablement ses enfants qui regardaient quelque chose après l'école. « Combien ? » demanda-t-elle. 3 200, je vais me renseigner sur les plans de paiement. Ne t'avise pas de faire ça, dit-elle, sa voix avait ce ton ferme qu'elle avait hérité de sa mère, d'où mes absolus. Je passe ce soir. Tu travailles demain matin. Papa, ne discute pas. Je suis rentrée chez moi, la maison semblait plus silencieuse que d'habitude.
Je me tenais dans ma cuisine et regardais la photo sur le réfrigérateur, la couverture du magazine de mon fils que j'avais encadré puis déplacé quand j'avais manqué de place sur le mur, et à côté, ma fille lors de sa remise de diplôme d'aide-soignante, ses enfants de chaque côté d'elle. Tous les trois souriants. J'avais conduit jusqu'à Orléans pour cette cérémonie, j'étais assis au deuxième rang et j'avais applaudi jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Ma fille est arrivée à 19h, elle portait encore sa blouse sous son manteau. Elle s'est assise à ma table de cuisine, a sorti une enveloppe de son sac et l'a posée entre nous. 3 ans, dit-elle, j'ai mis de l'argent de côté depuis la naissance de Léo, un fonds d'urgence, je le gardais pour le toit de mon appartement s'il commençait à fuir ou si la voiture lâchait. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Il y a 2000 €. Je n'y ai pas touché. C'est ton filet de sécurité. Tu es mon père. Elle a croisé mon regard. Je t'ai vu travailler chaque été pour qu'on puisse avoir des vêtements neufs pour la rentrée, je t'ai vu entraîner 40 gamins chaque printemps qui n'étaient même pas les tiens. Je t'ai vu rendre visite à maman en soins palliatifs chaque jour pendant 11 mois et être quand même présent pour enseigner le lendemain matin. Elle déglutit avec peine. 2000 €, ce n'est pas un sacrifice comparé à ce que tu nous as donné, prends-les. J'ai ouvert l'enveloppe, des billets de 20 et 50 € soigneusement pliés. Je pouvais l'imaginer les comptant, les mettant de côté au fil des mois, de petites sommes à la fois, protégeant sa famille de la seule façon qu'elle pouvait. Je ne peux pas accepter ça, ai-je dit. Si, tu peux. Elle a posé sa main sur la mienne. Tu m'as appris que la famille n'est pas une transaction, tu as dit ça à l'enterrement de maman, tu t'en souviens? La famille, ce n'est pas ce que l'on se doit l'un à l'autre, c'est ce que l'on choisit de donner. Je m'en souvenais, je m'étais tenue à ce pupitre, j'avais prononcé ces mots et j'y croyais totalement. Il me fallait encore 1200 €. Le lendemain, j'ai appelé un homme nommé Gérard. Gérard avait été le proviseur du lycée Voltaire pendant 15 ans, il m'appelait encore tous les quelques mois, nous déjeunions ensemble et parlions du bon vieux temps. C'était le genre d'homme qui répondait au téléphone comme s'il attendait votre appel. Je lui ai parlé du diagnostic, il ne m'a pas laissé finir avant de dire « Je vais passer quelques appels, donne-moi 48 heures Robert, ne touche pas à ce téléphone avant d'avoir de mes nouvelles. » 2 jours plus tard, Guillaume a frappé à ma porte, il portait son badge de l'hôpital et tenait une enveloppe blanche. À l'intérieur se trouvaient 1400 € en espèces. Un mot écrit de la main de Gérard disait « De la part de la famille Voltaire, aucun remboursement requis, contente-toi de guérir. » Il y avait 14 signatures en dessous, des professeurs avec qui j'avais travaillé, 2 agents d'entretien, la femme qui tenait la bibliothèque de l'école depuis 20 ans. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai tenu cette enveloppe pendant un long moment. C'étaient des gens qui gagnaient des salaires d'enseignants et de personnel scolaire, des gens avec leur propre crédit et leur propre facture médicale. Ils avaient fait circuler un chapeau et avaient donné sans poser de questions. Mon fils avait 12 millions et ne pouvait pas se passer de 3200 €. J'ai appelé la clinique et j'ai programmé l'opération. Avant que je ne révèle ce qui s'est passé ensuite, tapez le chiffre 8 dans les commentaires, cela m'aide à savoir que vous êtes toujours là, et ce qui suit est la partie qui a tout changé. L'opération s'est bien passée. Gérard m'y a conduit et est resté dans la salle d'attente pendant 4 heures. Ma fille a pris 3 jours de congé non payé et a dormi sur mon canapé. Mon fils a envoyé un SMS disant « J'ai appris que l'opération s'est bien passée, je pense à toi. » C'était tout. J'étais en convalescence à la maison quand la lettre est arrivée. Elle provenait d'un établissement financier de Lyon. Notification de prêt. Mon nom figurait dessus, Robert Lemoine, co-emprunteur. Un prêt commercial datant de 2021, 40 000 € prélevés sur une ligne de crédit ouverte en utilisant mes informations, y compris mon numéro de sécurité sociale, mon adresse personnelle et ma pension d'enseignant retraité comme garantie documentaire. Je n'avais jamais rien signé. J'ai d'abord appelé Gérard, il est venu avec du café et s'est assis en face de moi pendant que j'étalais les documents sur la table de la cuisine. Ensuite, j'ai appelé une femme nommée Patricia Nguyen. Patricia avait été mon élève en 2003, vive, discrète, toujours assise au 3e rang, rendant toujours ses devoirs en avance. Elle était maintenant avocate d'affaires à Lyon. Elle a répondu à la 2e sonnerie et a dit
Monsieur le moine, je me demandais quand vous appelleriez. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a expliqué que 2 mois plus tôt, elle avait reçu un message de Guillaume. Guillaume avait remarqué quelque chose dans mon dossier lors d'une vérification de routine des assurances à l'hôpital, une alerte de crédit, un prêt en défaut de paiement. Il avait reconnu mon nom et avait appelé Patricia parce qu'il savait qu'elle était avocate et qu'elle avait été mon élève. Elle avait commencé à enquêter avant même que j'en connaisse l'existence. Le prêt était réel. La signature sur la demande portait mon nom, mais l'expert en écriture de Patricia a confirmé en 48 heures que la signature ne correspondait pas à ma véritable écriture déposée aux registres officiels. C'était proche, mais pas assez. Mon fils avait ouvert une ligne de crédit commercial de 40 000 € en utilisant mon nom et mes documents de retraite comme actif de soutien. Il s'en était servi pour couvrir un déficit d'exploitation dans son entreprise 2 ans avant que la levée de fonds en série B ne soit finalisée. Il avait fait défaut de paiement. Ce défaut était resté discrètement sur mon dossier de crédit, c'est pourquoi ma demande de prêt pour travaux l'hiver dernier m'avait été refusée. J'avais supposé que c'était à cause de mon âge et de mes revenus, mais ce n'était pas le cas. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai lu les documents 3 fois. J'ai pensé au jour de la naissance de mon fils, j'ai pensé à l'argent que j'avais économisé chaque été pour qu'il puisse aller dans une grande école de commerce. J'ai pensé au week-end où j'avais conduit pendant 14 heures aller-retour pour l'aider à emménager dans son premier appartement à Paris, celui qu'il qualifiait maintenant de gênant quand des investisseurs lui rendaient visite. Patricia m'a demandé ce que je voulais faire. Je veux savoir s'il y a plus, ai-je dit. Donne-moi 2 semaines, dit-elle, je trouverai tout. Elle a trouvé plus. L'entreprise de mon fils était endettée à un ratio qui aurait effrayé n'importe quel investisseur sérieux s'il avait vu la comptabilité réelle. La levée de fonds en série B était réelle, mais elle était assortie de clauses qu'il n'avait pas divulguées publiquement, des dispositions de récupération de fonds et des objectifs de performance. Si l'entreprise manquait ses objectifs de revenus pendant 2 trimestres consécutifs, ce qui, selon l'analyste financier de Patricia, était probable vu la vitesse à laquelle l'argent était dépensé, les investisseurs pourraient réclamer une part importante du financement et exiger une restructuration. Ils ne faisaient pas la fête, ils gagnaient du temps. Il y avait aussi l'affaire d'un ancien associé nommé David Diallo. David avait été le cofondateur de mon fils, ils avaient bâti l'entreprise ensemble dans une chambre d'amis. En 2020, alors que l'entreprise était en difficulté, mon fils avait restructuré les accords de participation et avait poussé David vers la sortie avec une offre de rachat qu'il avait été contraint d'accepter sous la menace d'un procès que les avocats de mon fils avaient fabriqué de toutes pièces. David s'était battu, avait perdu et était parti avec une fraction de ce que ses parts vaudraient aujourd'hui. Patricia a retrouvé David vivant toujours à Lyon, travaillant comme consultant indépendant. Il était resté discret sur ce qui s'était passé parce qu'il n'avait plus les ressources pour se battre, mais il avait tout gardé, chaque email, chaque contrat, chaque SMS. J'ai demandé à Patricia de le contacter. David m'a appelé un jeudi après-midi. Sa voix était prudente au début, de la manière dont parlent les gens qui ont été trahis assez souvent pour ne plus faire confiance facilement. Puis je lui ai dit qui j'étais. Sa voix a changé. Votre fils m'a dit un jour que vous étiez l'homme le plus intègre qu'il connaisse, a dit David doucement, il parlait de vous tout le temps quand nous commencions, il disait que vous lui aviez appris que la parole donnée était un contrat sacré, il disait ça comme s'il y croyait vraiment. J'ai pensé à cela pendant un long moment après avoir raccroché. Mon fils ne savait pas ce qu'il attendait. Je ne l'avais pas appelé depuis son SMS après l'opération. Il avait essayé 2 fois en 3 semaines, laissant des messages vocaux plus courts qu'il n'aurait dû l'être. Je n'avais pas rappelé, j'attendais. Patricia avait identifié une voie juridique. L'entreprise de mon fils portait une responsabilité spécifique pour la demande de prêt frauduleuse à mon nom, et David avait des motifs pour une action civile qui, combinée à la documentation de Patricia, nous donnait un levier considérable. Pas seulement un levier, un choix que nous pouvions lui offrir. J'ai appelé Gérard et lui ai demandé d'organiser quelque chose, un rassemblement dans la bibliothèque du lycée Voltaire un samedi soir. Il a demandé, combien de personnes ? J'ai dit, tous ceux qui ont signé cette enveloppe. Ensuite, j'ai appelé ma fille. Elle a répondu à la première sonnerie.
Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai besoin que tu sois là samedi, amène les enfants s'il le faut. Elle resta silencieuse une seconde. C'est au sujet de ton fils, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Oui, ai-je dit. Elle a répondu, je serai là. J'ai appelé David Diallo. Il a conduit de Lyon à Dijon, il est arrivé le vendredi soir, a dormi sur mon canapé et a mangé des œufs avec moi le samedi matin sans me demander d'explication à l'avance. Il a juste dit, tout ce dont vous avez besoin, monsieur le moine, j'ai confiance en vous. J'ai appelé mon fils le samedi après-midi. J'ai utilisé ma voix habituelle, ma voix de professeur, calme et directe. J'ai besoin que tu sois à Dijon demain matin, ai-je dit. Papa, je suis en plein sprint sur un produit, nous avons un lancement dans 3 semaines. Je sais que ceci est plus important. Il aperçut quelque chose dans mon ton. Est-ce que tout va bien? Tu vas bien? Bibliothèque du lycée Voltaire, dimanche à 10h, viens seul. Papa, c'est à propos de quoi? C'est à propos de ce que signifie réellement la famille, ai-je dit, à demain. Il est arrivé avec 15 minutes de retard. La bibliothèque était calme le dimanche, ce genre de calme qui semble intentionnel. Gérard avait disposé les chaises en un large cercle, de la façon dont nous les installions pour les séminaires. 14 personnes étaient déjà assises quand mon fils est entré. Des professeurs, le personnel, Guillaume portant toujours son badge de l'hôpital après son service du matin. Patricia Nguyen avec sa mallette. David Diallo assis les mains croisées, fixant la porte. Mon fils s'est arrêté après 3 pas, il portait une veste avec le logo de son entreprise. Il a regardé les visages, puis moi, puis à nouveau les visages. Papa, c'est quoi tout ça? Assieds-toi, ai-je dit. Il s'est assis, la chaise à côté de David était la seule vide. Je ne pense pas que mon fils ait reconnu David au début, cela faisait 5 ans. Puis David l'a regardé et mon fils s'est figé. Gérard a pris la parole le premier, il avait ce genre de voix qui remplit une pièce sans effort, fruit de 40 ans à diriger des conseils de classe et des réunions de parents. Nous sommes ici, a dit Gérard, parce qu'un homme de bien avait besoin d'aide. Robert Lemoine a passé 31 ans à enseigner dans cette école, il a entraîné le foot, donné des cours le week-end, conduit des élèves à leurs entretiens post-bac quand leurs parents ne pouvaient pas se libérer. Il a élevé 2 enfants seul après avoir perdu sa femme et il n'a jamais rien demandé qu'il n'ait pas mérité. Mon fils me regarda, son expression était prudente, contrôlée. Gérard continua, il y a 6 semaines, Robert a reçu un diagnostic de cancer, il avait besoin de 3200 € pour des frais chirurgicaux, il a appelé son fils. J'ai vu la mâchoire de mon fils se crisper. Son fils fêtait une levée de fonds de 12 millions d'euros, a dit Gérard, et il a dit à son père qu'il verrait ce qu'il pourrait faire après la fin du trimestre. Un murmure parcourut la pièce, pas fort, mais présent. Patricia se leva, elle posa un document sur la petite table au centre du cercle. Je m'appelle Patricia Nguyen, je suis avocate, j'étais l'élève de Monsieur Lemoine en 2003. Elle regarda mon fils. J'ai passé les 2 dernières semaines à examiner vos dossiers financiers, l'historique des prêts de votre entreprise et une demande de crédit spécifique de 2021. Le visage de mon fils changea de couleur. Patricia expliqua tout méthodiquement, la demande de prêt, la signature falsifiée, l'alerte de crédit qui avait discrètement détruit ma capacité d'emprunt pendant 2 ans. Elle posait chaque document sur la table au fur et à mesure qu'elle les mentionnait, formant une pile propre, organisée, impossible à ignorer. Je n'ai jamais autorisé ce prêt, ai-je dit, je n'ai jamais signé cette demande, je n'ai jamais su que cette dette existait jusqu'à ce qu'un ancien élève ne la repère dans mon dossier médical lors d'une vérification de routine. Mon fils ouvrit la bouche, puis la referma. David Diallo parla ensuite. Il n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Il décrivit l'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble, les mois sans sommeil à développer la plateforme, les clients qu'ils avaient signés, la croissance pour laquelle ils s'étaient tous 2 sacrifiés. Il décrivit le moment où les avocats de mon fils s'étaient présentés avec un document restructurant leur accord de participation. Il décrivit comment on lui avait dit qu'il pouvait signer le rachat au rabais ou faire face à un procès qui durerait des années et lui coûterait tout ce qu'il possédait en frais de justice.
J'avais une fille qui entrait en maternelle, dit David, je ne pouvais pas me battre, alors j'ai signé. Il regarda mon fils. Tu le savais, tu savais exactement ce que tu faisais. Ma fille se leva, elle était encore dans ses vêtements de travail de son service du matin, elle venait directement de l'EHPAD. Elle n'avait pas de notes, elle n'en avait pas besoin. Quand papa se remettait de l'opération, dit-elle, j'ai pris 3 jours de congé sans solde, j'ai conduit depuis Orléans à 5 heures du matin pour qu'il ne se réveille pas seul. Elle brandit son téléphone, l'application bancaire ouverte sur l'écran. 2000 €, mon fonds d'urgence, 3 ans à mettre de côté tout ce que je pouvais me permettre, c'est ce que je lui ai donné. Elle regarda son frère. Pendant que toi, tu envoyais un SMS. La pièce était totalement silencieuse. Mon fils avait les mains plaquées à plat sur ses genoux, son visage affichait une émotion complexe et privée. J'avais observé assez de gens dans des moments difficiles pour reconnaître la différence entre une personne qui calcule son prochain coup et une personne qui est touchée au cœur. Je n'étais pas encore sûre de celle que j'avais devant moi. Je me suis levée. Je ne suis pas ici pour te détruire, ai-je dit, chaque regard dans la pièce restait fixé sur moi. Je veux être claire là-dessus, ce que je suis ici pour faire, c'est m'assurer que tu comprennes ce que tes choix ont coûté aux autres. J'ai marché vers la table et j'ai ramassé le document du prêt. Tu as falsifié mon nom pour emprunter 40 000 €, ce prêt est en défaut depuis 2 ans, mon crédit a été endommagé, on m'a refusé un prêt dont j'avais besoin pour des réparations d'urgence sur cette maison l'hiver dernier. Tu savais que c'était là et tu ne me l'as jamais dit. Mon fils ne répondit pas. David Diallo a perdu des années de travail de toute une vie parce que tu as fabriqué une menace juridique que tu savais qu'il ne pouvait pas se permettre de combattre, il avait une fille de 5 ans, il avait un crédit immobilier, tu as utilisé cela contre lui. J'ai reposé le document. Tu avais 12 millions d'euros sur ton compte bancaire quand je t'ai appelé pour mon opération, tu m'as dit que c'était une dépense personnelle que tu ne pouvais pas assumer. 6 jours plus tard, je passais au bloc avec de l'argent collecté par des professeurs retraités, une bibliothécaire et un ancien élève qui a reconnu mon nom dans un dossier de crédit. La pièce retint son souffle. J'ai 2 options devant moi, ai-je dit. Patricia a tout documenté, David a des motifs pour une action civile, la fraude au prêt crée une responsabilité personnelle importante pour toi, indépendamment de ton entreprise. Si nous procédons, cela devient de notoriété publique, chaque investisseur de ta série B le verra, chaque futur partenaire, chaque employé, chaque client. Mon fils leva les yeux, ils étaient rouges. Ou alors, ai-je dit, nous résolvons cela ici, dans cette pièce, avec ces témoins. Il restait immobile. Option 1, tu rétablis la participation originale de David Diallo. Restauration complète, sans condition, sans clause de récupération, sans disposition de contrôle, son pourcentage d'origine calculé à la valorisation actuelle de l'entreprise. Il devient ce qu'il aurait toujours dû être, un cofondateur de plein droit. David laissa échapper un son que je ne saurais décrire, juste un soupir involontaire et discret. Tu établis également le fonds d'éducation Marguerite Lemoine, du nom de ta mère, 10 000 € par an, de façon permanente, géré par le lycée Voltaire. Des bourses pour les élèves qui ne peuvent pas payer les frais d'inscription au concours ou les petites dépenses qui empêchent les enfants des classes populaires d'arriver là où ils essaient d'aller. J'ai pensé à tous les élèves que j'avais vus passer pendant 31 ans, ceux qui avaient presque réussi, ceux qui avaient échoué, non pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais à cause d'un frais d'inscription ou d'un billet de train. Et tu démissionnes de ton poste de signataire unique sur tous les instruments financiers de l'entreprise pendant 1 an. David et un responsable financier indépendant co-signeront chaque dépense supérieure à 25 000 €. Tu opéreras en toute transparence, sans exception. La voix de mon fils, quand elle s'éleva, était à peine plus qu'un murmure. Et l'option 2 ? Patricia répondit pour moi. L'option 2, dit-elle, c'est que nous déposons la plainte civile lundi matin. La fraude au prêt va au bureau du procureur, l'affaire David Diallo va au tribunal civil et chaque document de ce dossier devient public. L'horloge au mur de la bibliothèque égrenait les secondes. Mon fils regarda David pendant un long moment, David soutint son regard sans ciller. Tu as 24 heures, ai-je dit. Mon fils se leva lentement, il semblait plus vieux qu'à son arrivée.
Sa veste avec le logo de l'entreprise semblait soudain déplacée sur lui, comme un costume qui ne correspondait plus à la situation. Il regarda les professeurs qui avaient donné de l'argent qu'il n'avait pas, il regarda Patricia qui avait donné de son temps parce que 30 ans auparavant, je lui avais donné le mien. Il regarda sa sœur qui l'observait avec une expression qui n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus triste que la colère. Il sortit sans rien dire. La pièce expira enfin. Gérard posa sa main sur mon épaule, ma fille vint se tenir à mes côtés. David Diallo restait assis immobile, les yeux fermés. Le père Michel, de la paroisse voisine, qui s'était assis discrètement dans un coin parce que Gérard avait pensé qu'il était juste qu'il soit là, prit la parole. « Robert, tu lui as laissé une porte ouverte, c'est plus que ce que la plupart des gens auraient offert. » « Je ne l'ai pas fait pour lui, ai-je dit, je l'ai fait pour tout le monde dans cette pièce. » Il méritait de voir que ce qui leur est arrivé comptait, que cela avait une conséquence, que la gentillesse n'est pas de la faiblesse et que la cruauté n'est pas de l'intelligence. Ma fille prit ma main, elle la serra de la même manière qu'elle le faisait quand elle avait 8 ans et que sa mère était malade, quand elle ne savait pas comment dire qu'elle avait peur. Nous avons quitté la bibliothèque ensemble et sommes allés chez Gérard pour manger de la soupe et parler de choses sans importance jusqu'à ce que les enfants s'endorment sur le canapé. Je suis rentré tard et je me suis assis à ma table de cuisine dans le noir. Mon fils a appelé à 23h47 ce soir-là. J'ai décroché, je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Sa voix était différente, plus calme, l'assurance polie qu'il portait comme une armure avait disparu. Ce qui transparaissait à la place était quelque chose de plus jeune, quelque chose qui me rappelait le petit garçon qui s'asseyait à cette même table pour faire ses devoirs pendant que je corrigeais des copies. « Je suis désolé, dit-il. Pas désolé d'avoir été pris, je sais que tu connais la différence, je suis désolé pour ce que j'ai fait, pour tout. » Je n'ai pas répondu. Je me suis dit que le prêt était temporaire, que je le rembourserais avant que tu ne t'en aperçoives, je me suis dit que David s'en sortirait, que le rachat était au prix du marché, je me suis dit que tu étais fort et que tu trouverais une solution pour les factures médicales. Chaque fois que je mentais à quelqu'un, je me racontais une histoire pour rendre cela acceptable. Il s'arrêta. Je suis à court d'histoire ce soir. J'attendais toujours. Je veux choisir l'option 1, dit-il, je veux que David revienne dans l'entreprise, je veux le fond, je veux faire les choses correctement. Mais je dois te demander quelque chose. Demande, ai-je dit. Y a-t-il eu un moment où tu as cessé de croire que je pouvais être meilleur que ça? J'ai pensé à la couverture du magazine que j'avais encadré, j'ai pensé à l'avoir conduit à son premier jour d'école, j'ai pensé aux années où j'avais parlé de mon fils, l'entrepreneur, mon fils qui avait bâti quelque chose à partir de rien, mon fils dont j'étais si fière. Non, ai-je dit, c'est pour cela que nous avons cette conversation plutôt qu'une autre. Il ne parla pas pendant un moment, la ligne resta ouverte. Je serai là lundi matin, dit-il finalement, au bureau de Gérard, alors que tu diras, je signerai tout. Je veux que David soit là, je veux que tu sois là, je veux le faire devant des gens, pas seulement devant des avocats. Des gens. Lundi, ai-je dit, 9h. Papa, merci de ne pas avoir abandonné. Je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je répété, mais je suis content que tu choisisses cette voie. Nous avons raccroché. Je me suis assis à ma table et j'ai regardé l'emplacement sur le réfrigérateur où se trouvait la couverture du magazine, je l'avais retirée la semaine après l'opération, je n'avais pas encore décidé de ce que j'allais mettre à la place. Le lundi matin, le bureau de Gérard était plus encombré que ce pourquoi sa table de conférence avait été conçue. Mon fils était déjà là à mon arrivée, debout près de la fenêtre en chemise grise toute simple, pas de logo d'entreprise cette fois. David Diallo était assis face à Patricia. Ma fille était là avec son plus jeune fils. Guillaume était venu avant son service. Plusieurs professeurs du samedi étaient dans le couloir, pas à l'intérieur, juste présents. Patricia passa en revue les documents un par un. Mon fils signa chacun d'eux sans hésitation. Lorsqu'il fit glisser l'accord de restauration des parts de David à travers la table, il dit « J'aurais dû faire les choses différemment dès le début, je ne te demande pas de me pardonner, je te demande de me laisser travailler à tes côtés honnêtement cette fois. » David le regarda pendant un long moment, puis il prit le stylo. Les documents du Fonds d'éducation Marguerite Lemoine furent les derniers.
Mon fils signa son nom puis posa le stylo et regarda la photo encadrée sur le mur de Gérard. C'était une photo d'équipe, les Benjamins du club de foot, j'étais au dernier rang, les mains sur les épaules de 2 joueurs dont je me souvenais encore des noms. J'étais ton adjoint pendant 2 saisons, Gérard dit en remarquant où mon fils regardait, avant que je ne passe à l'administration, ton père dirigeait les entraînements les plus calmes que j'ai jamais vus, pas de cris. Juste des attentes élevées et assez de patience pour attendre que les gens les atteignent. Mon fils me regarda, je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. Certains moments sont complets sans parole. L'hiver qui suivit fut difficile, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. La chimiothérapie est une éducation en soi, elle vous apprend quelles heures de la journée vous appartiennent et lesquelles ne vous appartiennent pas, elle vous apprend qui appelle et qui n'appelle pas. Gérard me conduisait au traitement 2 fois par semaine, en alternance avec Guillaume et 2 anciens élèves qui avaient appris la nouvelle et proposé leur aide. Ma fille conduisait depuis Orléans chaque vendredi soir et restait jusqu'au dimanche. Mon fils venait toutes les 3 semaines, il ne réussissait pas à venir à chaque fois car son entreprise avait encore besoin de lui, mais quand il venait sans son téléphone à la main. Il s'asseyait dans la salle de traitement et nous parlions, ou pas. Parfois nous regardions de vieux matchs de foot sur son ordinateur. Une fois, il a amené sa fille, ma petite fille, qui avait 3 ans et n'avait jamais passé plus d'un week-end de fête avec moi. Elle s'est endormie contre mon bras pendant la 3e heure de traitement et je suis restée très immobile pour ne pas la réveiller. Le retour de David Diallo dans l'entreprise ne fut pas sans heurts. Reconstruire quelque chose qui a été brisé l'est rarement. Il y eut des conversations difficiles, des processus renégociés et au moins 2 mois où mon fils me confia que les relations étaient tendues, mais David m'appela un soir de février et dit « Il essaie, monsieur Lemoine, il n'est pas parfait, mais il essaie de bonne foi. » C'est plus que ce que j'avais avant. Le fonds d'éducation Marguerite Lemoine a octroyé ses premières bourses au printemps, 6 élèves du lycée Voltaire. 3 postulaient pour l'université, 1 pour un BTS, 2 pour des formations techniques. Gérard m'a envoyé une photo de la remise des chèques. Je n'étais pas assez bien pour y assister, mais j'ai regardé cette photo pendant longtemps. Ma femme avait été enseignante elle aussi, en primaire. Elle avait passé toute sa carrière dans une école élémentaire à quelques rues de Voltaire. Elle avait l'habitude de dire que la seule chose qui survit à une vie est ce que l'on transmet aux autres. Elle ne parlait pas d'argent, elle parlait de temps, d'attention et de la volonté de rester quand c'était contraignant. J'ai mis cette photo à côté de celle de ma fille lors de sa remise de diplôme. Cet été-là, le samedi soir avant le 14 juillet, mon fils est venu chez moi et m'a aidé à réparer la section de la clôture du jardin qui penchait depuis l'automne. Nous avons travaillé pendant 3 heures sans parler de rien de ce qui s'était passé, nous avons parlé de la clôture, nous avons parlé d'un joueur de foot que nous aimions tous les deux, nous avons parlé de la nouvelle habitude de sa fille de raconter tout ce qu'elle voyait à voix haute. Quand nous eûmes fini, nous nous sommes assis sur les marches de derrière et avons bu du thé glacé. « J'ai une question, dit-il. Pose-la. Comment redevenir quelqu'un dont tu serais fier ? J'ai pensé à mes 31 ans d'élèves, ceux que j'avais vus lutter, grandir, échouer et essayer à nouveau, ceux qui étaient revenus des années plus tard avec leurs propres enfants et m'avaient dit quelque chose qui m'était resté en mémoire. On ne le fait pas d'un coup, ai-je dit, on le fait un jour après l'autre, on est présent quand c'est gênant, on dit la vérité quand un mensonge serait plus facile, on choisit les gens plutôt que les apparences, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il resta silencieux un moment. Ça semble simple. Ça l'est, ai-je dit, c'est juste que ce n'est pas facile. Il hocha la tête. La lumière du soir traversait l'érable et se déplaçait dans le jardin comme elle le faisait toujours en juillet, de la même manière qu'elle l'avait fait quand il avait 9 ans et qu'il apprenait à faire des passes. Le même jardin, des personnes différentes, ou peut-être les mêmes personnes choisissant de devenir différentes. Je ne savais pas encore si nous retrouverions totalement le chemin l'un vers l'autre. Certains dommages mettent des années à se réparer et certains ne disparaissent jamais complètement, mais je savais une chose dont je n'avais pas été certain depuis longtemps, mon fils essayait, ma fille ne s'était jamais arrêtée. Et les gens qui avaient signé cette enveloppe m'avaient rappelé à quoi ressemblait réellement une communauté quand ce n'était pas pratique. Et j'étais toujours là, toujours assis dans mon jardin en juillet, respirant encore, regardant toujours la lumière à travers les arbres. C'est assez pour construire quelque chose,
cela a toujours été suffisant.